Bienvenue dans SQNT, je reçois aujourd'hui Sébastien Lecoq a.k.a. Septanaka sur les réseaux. Mon cher ami, tu baignes dans l'univers du cinéma, tu es entre autres écrivain, journaliste, programmateur au sein de Festival Ciné. On va faire le tour un peu de toutes tes activités. Est-ce que j'ai loupé des choses ? Non, c'est à peu près tout. Très bien. Les choses importantes. Eh bien, bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Quel plaisir de te voir ici. Écoute, quel plaisir de venir ici. Surtout, rappelons-nous, dans un précédent podcast, l'émission Souterraine, qui d'ailleurs commence à être rediffusée sur cette chaîne présentement, les anciens numéros, tu étais avec moi dans ce podcast et tu t'occupais de la rubrique ciné. Te rappelles-tu de ces points ? Je m'en rappelle très bien, bien sûr. On parlait de grands films uniquement. Voilà, les dossiers sur Philippe Clair, on se souviendra, ou encore l'interview de Christophe Lemaire, exact, qui n'est autre que le frère de Catherine Lemaire, qui a été interviewé ici même, dans le premier numéro d'SQNT, tout simplement. Écoute, pour commencer, toi, tu es un immigré qui vient de Belgique. Exactement, oui. Tu es arrivé à Paris quand ? En France, excuse-moi. Pourquoi Paris ? Non, je suis arrivé à Paris en 2005. Ouais. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant déjà. Donc une belle intégration, bravo à toi. Écoute, intégration réussie, on peut dire ça. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir de cinéma ? Le tout premier ? Ouais, tout premier. Ouais, je m'en souviens, j'étais allé voir un Disney au cinéma dans mon village près de chez moi. C'était Basile, détective privé. Ah oui, d'accord. Ouais, genre, t'avais quel âge ? J'étais petit, j'avais 3-4 ans, je dirais, par là. Ah ouais, tu t'en rappelles. Ouais, j'étais allé voir ça. Je me souviens aussi avoir vu l'ours au cinéma. De Jean-Jacques Hano, c'est ça ? Ouais, qui m'avait marqué de façon assez prégnante, parce que l'ours, c'est quand même assez violent, surtout au début. Donc moi, j'étais petit, je suis allé voir ça, donc je me suis dit, waouh. Voilà, c'est deux souvenirs qui me restent. Et sinon, j'ai un souvenir qui est plus vidéo que cinéma. Ouais, dis-moi, ouais. C'est vraiment une image qui m'a marqué à vie, je pense. Mon père regardait Le Professionnel avec Belmondo à la télé. Ah ouais. Et il y a un moment où Belmondo plante une pioche dans le dos d'un garde. Et c'est une image qui m'a marqué à vie, quoi. C'est mon premier acte de violence au cinéma, c'était ça. Ok. Et du coup, ça m'a suivi. Ça t'a ouvert la voie vers... Est-ce qu'on peut dire que tu es cinéphile d'ailleurs ? Ouais, tu peux le dire si tu veux. Cinéphile, c'est quelqu'un qui... j'aurais dû regarder la définition sur le dico, mais c'est quelqu'un qui est fou de ciné. Oui, qui aime le cinéma, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais. Toi, donc cette cinéphilie, tu pourrais la situer dans quel genre ? Quel genre vraiment tu apprécies plus que tout ? Je suis venu au cinéma surtout par le cinéma d'horreur, fantastique. Après, en vieillissant, tu t'ouvres. C'est comme tout. Plus tu vois de films, plus tu as envie de découvrir d'autres choses. Mais moi, ma base, c'est le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique et la comédie. Okay. C'est les deux genres par lesquels je suis arrivé. Et souvent, moi, je suis un enfant des vidéoclubs. Et donc, souvent, on allait au vidéoclub de mon village. Et le week-end, il y avait 2 films loués, un offert. Et souvent, on louait 2 films d'horreur fantastique et une comédie. Tu vois. C'était un peu le mix qu'on faisait. Donc là, je suis arrivé au cinéma par la violence et le rire. Qu'est-ce qui t'a mis dans le cinéma d'horreur ? Parce que c'était provoquant. Quand on est ado, on a envie un peu de voir des choses presque interdites. Non, en fait, moi, je suis venu surtout par les jaquettes. Donc, j'ai arrivé au vidéoclub, je voyais les jaquettes qui étaient folles à l'époque. C'est qu'on faisait appel à des artistes pour faire les jaquettes. Donc tu avais notamment Melky qui a fait plein de maquettes. J'ai vu que sur son site, il vend des affiches, dédicacées ou non, mais ouais, il a des belles affiches en tout cas. Oui, bien sûr. Donc lui, ce qu'il racontait, c'est en fait souvent, il avait juste le pitch du film et il devait inventer l'affiche. Ah ouais, je savais pas ça. Et donc souvent, les affiches sont beaucoup mieux que le film parce que les films c'est des films un peu nuls. Et donc lui, il extrapolait le film avec seulement le pitch. Donc là, c'est qu'il a des affiches qui sont incroyables. Des fois, tu voyais ça, tu dis, putain, le film va être incroyable. Mais tu vois le film, mais c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de DA dans les années 80 pour tout ce qui était film d'horreur et même film d'action, on va dire. C'était souvent dessiné d'ailleurs. Ouais, c'était dessiné. Ouais, t'avais vraiment des artistes qui refaisaient les affiches expressément pour la vidéo. Aujourd'hui, on reprend les designs cinéma, souvent on les remet sur les affiches. À l'époque, tu avais des vrais artistes qui... tu avais un marché de la vidéo qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu as tout ce qui est VOD, tu n'as pas besoin d'affiches, tu fais des films comme ça. Et là, il y avait des vrais artistes qui faisaient des pochettes pour les cassettes. René Château, bien sûr. Ouais, voilà, René Château, qui n'achetait pas toujours les droits. On va pas... J'aimerais tellement avoir une biographie de lui, ça doit être passionnant. On va pas balancer, mais voilà, René Château, c'était un peu le petit philo, petit Margoulin, tu vois, des trucs, donc voilà. Mais oui, il avait des collections qui étaient légendaires, où il avait sorti les zombies, Massacre à tronçonneuse, tous les Bruce Lee. Voilà, c'était vraiment la cassette René Château vidéo présente, et tu avais des films incroyables dedans. Donc c'est vraiment la jaquette qui, toi, te motivait à aller voir les films. Souvent, il y avait vraiment, je me souviens, une jaquette d'un film qui s'appelait Abominable.
On voyait un gars avec des lunettes de soleil se planter une fourche dans le bide. Et après, j'ai vu le film, là, il n'y a pas très longtemps. Un film est nul à chier, en fait. Mais la jaquette m'a marqué pour toujours. Et voilà, les jaquettes étaient un vrai univers à elle seule à l'époque. Ça, c'était cool. C'était quoi à l'époque les films qui t'ont vraiment le plus traumatisé en film d'horreur? Il y a un dont j'ai un bon souvenir, c'est Predator 2, où il y a un moment où on voit un gars... C'est marrant, j'aurais pas dit ça, mais ouais. En fait, Predator 2, on voit le Predator qui a coupé la tête d'un rasta, et il lève la tête comme ça, donc tu as le Predator avec la tête coupée, et c'est pareil, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Après, il y a aussi Massacre à la tronçonneuse, qui est un film qui est pas hyper violent, mais qui a une ambiance vraiment poisseuse, très particulière. Et pour en citer un troisième, je veux dire Evil Dead. Enfin, Evil Dead 2 plutôt, j'ai vu le 2 en premier. Evil Dead 2, c'est un truc, on n'avait jamais vu ça à l'époque au niveau de la mise en scène, comment ça se faisait et tout. C'était un truc qui était assez... Parce que c'était à la fois une comédie, un film d'horreur, du coup, ça regroupait les deux choses qui moi me plaisaient bien. C'est un peu le premier qui a réussi à mêler les deux genres? Mais plutôt le 2 en fait. Le premier se voulait un vrai film d'horreur, mais qui avait un côté comique. Et dans le 2, ils ont vraiment accentué le côté comique pour vraiment... C'était plus volontaire dans le 2 que dans le 1. C'est celui-là ou c'est dans le 3 où il y a la brindille, on voit qui traversait dans le 2? C'est celui-là, oui. En fait, le 2 est presque un remake du premier. Et le 3, c'est quand ils partaient au Moyen-Âge avec la voiture et tout. Les visiteurs. C'est un peu ça, oui. Moi, je pensais que tu aurais dit Cannibal Holocaust, par exemple. Moi, je sais que c'était... quand j'étais petit, j'entendais parler. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, ça a mal voyagé dans le temps. Mais c'était vraiment le film interdit, provoquant, choquant, tout le monde en parlait comme c'était le truc ignoble. Et toi, ça t'a jamais fait ça? Je l'ai vu plus tard en fait, je l'ai découvert plus tard, dans la vingtaine par là, où c'est là où vraiment tu commences à t'ouvrir à des choses un peu plus terribles. Bon après je viendrai après, je vais faire chronologiquement, mais non, moi quand j'étais gamin, c'est vraiment surtout les films d'horreur américains, parce qu'on avait ça au vidéoclub. Et les films d'horreur français, il n'y en avait pas, donc on ne pouvait pas les voir. Voilà, c'est après que j'ai rattrapé un peu tout ce qui est italien avec les Argento, les Fucci. Ça, c'est plus vraiment fin d'adolescence, début de vingtaine par là. Et puis aussi, quand j'ai fait mes études en cinéma, là, tu t'ouvres un peu à d'autres choses. Je ne savais pas, par contre, quelles études tu as fait? J'ai fait des études de réalisation, du coup, que j'ai lamentablement échoué. Ok. Donc voilà. En fait, j'ai fait philo que j'ai raté, puis j'ai fait cinéma que j'ai raté. T'es un loser en fait. Complètement. Bon, on annule. Voilà. Bonne soirée. Mais tu vois, malgré tout, on peut se débrouiller avec des études. Après, je pense que même en ratant ses études, ça n'empêche que tu as peut-être des ambitions de cinéma. Mais moi, j'avais adoré mes études, hein, mais juste, c'était pas la façon de. C'était pas ce qui me convenait le mieux, on va dire. Et donc, voilà. Mais c'est quand même permis de découvrir beaucoup de choses, de me faire des potes qui je toujours pote aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est là où tu t'es ouvert, je me suis ouvert à d'autres cinémas, dans tout ce qui est cinéma asiatique et tout ça, où là, tu avais des films d'horreur qui étaient vraiment un autre niveau que ce qu'on avait ici. Parce que justement, dans les goûts de cinéma que tu as, dans les genres, moi, je sais que, tu vois, c'est assez bigarré. Ta prédilection au style de film, c'est que tu aimes les Charlots, tu aimes Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, les films de Hong Kong. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces genres-là? Ou est-ce que tu aimes vraiment la diversité à son maximum? Non, moi je pense qu'on peut trouver des choses qui nous plaisent de façon différente dans tous les films. Puis après, il y a un truc aussi, moi j'aime bien les films, où tu sens la passion du cinéma, qui transparaît et tout. Et quand tu vois les premiers Van Damme, c'est un petit mec comme ça qui avait un parcours assez ouf. Et puis nous, en tant que Belges, tu vois, Jean-Claude Van Damme, c'était un peu une légende. Enfin, ça l'est toujours, hein, c'était une légende. Puis Nicolas Cage, je sais pas, j'ai toujours aimé sa façon de jouer un peu différemment des autres, mais toujours tout donner à 100%. Et les Charlots, c'est vraiment des souvenirs d'enfance où on les regardait avec mon père et mes frères et on rigolait comme des bossus. Mais les Charlots, c'est des films qui disent plus que ce qu'on pourrait en croire. Ah ouais, il y a vraiment une dimension sociale, tu penses ou... Bien sûr, par exemple, le Grand Bazar, par exemple. Mm-hmm. C'est vraiment la lutte des petits commerçants contre le capitalisme, symbolisé par les grands ensembles, les supermarchés, tout ça. Ah ouais. Tu prends les fous du stade, pareil, c'est toujours la petite France qui lutte contre les gros, l'oppression beaucoup plus grosse. Tu as ce côté anard qui est très typique de la France de ces années-là et tout, tu vois. Ouais. Voilà, avec les Charlots, c'était des hippies, donc il y avait vraiment ce côté-là. Quand ils font des bidas, c'est clairement antimilitariste et tout ça. Donc tu vois, tu as une vraie... Non, mais c'est marrant cette dimension, vraiment, comme tu dis, sociale. Hein. Moi, j'aurais jamais vu ça de cette façon, mais ouais, t'as peut-être pas tort, ouais. Revois les Charlots, tu vas. Alors oui, un jour peut-être, ouais. Donc c'est pas que des comédies un peu bêtes, quoi. Il y a vraiment un truc derrière. Pas tous les Charlots, si tu prends... contre Dracula. Voilà, celui-là, bon, il n'y a pas... Il y a peut-être une dimension sociale qu'on ne voit pas, hein, peut-être, je ne sais pas, contre... Si là, je l'ai pas vu. Donc tous ces styles différents, mais est-ce que tu as quand même un cinéma de cœur
qui passe au-dessus des autres? Moi, mon vrai cinéma de cœur, c'est les polars hongkongais. Puis ils ressortent tous là en ce moment, donc on est en plein dedans. Mais oui, John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam, Johnny To, c'est vraiment une balle dans la tête, The Killer, Syndicat du crime. C'est vraiment là où je me suis dit, waouh, on peut faire ça au cinéma, on peut faire des trucs pareils. Qui t'a fait découvrir ce style hongkongais? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais plus trop. Mais pareil, c'était... Peut-être que tu lisais des magazines aussi à l'époque ou Non, pas trop. Je crois que c'est vraiment... Je reviens encore au vidéoclub, mais tu avais la section film de karaté. D'accord. Donc toi, tu louais des films avec Jackie Chan et avec Bruce Lee, puis tu as eu Jet Li. Et Jackie Chan qui a fait des polars aussi, donc les police story, crime story. Donc tu vois, tu dis, ah tiens, ces polars-là, puis tu découvres l'acteur. Puis tu as eu Chow Yun-fat qui a commencé à faire des films américains. Donc on s'est penché sur ce qu'il a fait avant, on a découvert The Killer et tout. Puis tu as aussi l'arrivée du DVD qui a permis vraiment de démocratiser tout ça, avec beaucoup de films asiatiques qui sortaient, notamment via HK Video, Asian Connection, Asian Star, toutes ces collections qui sortaient des films hongkongais. Et là, c'est un peu la boîte de Pandore qui s'ouvre. Tu te dis, waouh, on va pouvoir tout voir dans des bonnes conditions. Parce qu'à l'époque, tu voulais voir les films, il fallait les acheter en VHS. Ils étaient doublés en VF. Ah ouais, d'accord. Et donc d'ailleurs, si tu écoutes l'album Quelques gouttes de fils de Arsenic, t'as un morceau qui s'appelle Sexe, violence et bifton, je crois, où t'as des dialogues du syndicat du crime. D'accord. Donc c'est le syndicat du crime, où c'est les samples de ce film-là. Donc John Woo, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, notamment dans la rap et tout. T'avais sur une chanson de, je sais plus quel artiste qui s'appelle comme dans un film de John Woo, par exemple, sur la bio de la haine. Et voilà, tout ce côté un peu gros banditisme, tu vois, c'était des trucs qui parlaient au rap de l'époque, donc c'est des trucs qui se croisaient, tu vois, donc ça, c'est peu de cultures qui sont croisées, qui ont popularisé un petit peu ça aussi. Tout comme le Wu-Tang avec tous les films de Kung Fu, quoi. Les films de la Shaw Brothers et tout ça, donc, qui eux en ont vraiment fait leur marque de fabrique en reprenant des noms, en reprenant des albums, en mettant des samples, en reprenant l'imagerie et tout. Oui, ça va très très loin pour Alors le Wu-Tang, c'est une vraie école du Kung Fu, donc c'est vraiment des trucs qui ont été très poussés. Okay. Quand ils font Wu-Tang versus Shaolin, c'est vraiment une histoire de Kung Fu qui s'écrit en rap, quoi. D'accord. C'est plein de références hyper pointues. Donc c'est Reza qui est un gros fan de films de Kung Fu. Réalisateur aussi, voilà. Entre autres. Comment tu faisais pour te tenir au courant de toutes les sorties, que ce soit les films de Hong Kong ou alors d'autres types de cinéma? Tu lisais des magazines Ouais, j'ai commencé par lire des magazines. À l'époque, on avait Première et Studio, qui étaient des trucs assez généralistes. Puis il y avait des petits magazines de films plutôt orientés films de genre. Tu avais Mad Movies, les camps fantastiques, Starfix, mais moi en Belgique, j'avais pas accès. Ah d'accord. Du coup, ça, il y avait HK Magazine, mais j'avais pas accès non plus. Tout ça, il fallait faire par VPC à l'époque, mais c'était beaucoup compliqué parce que c'était une époque pré-internet. Ouais, bien sûr. Donc voilà, non, c'était pour ça. Et puis après, c'est vraiment avec l'apparition de l'Internet où là, tu as eu des forums qui sont faits, où tu pouvais discuter avec d'autres. Et télécharger des magazines. Peut-être pas dès le début, mais... Tu pouvais télécharger des films, mais bon, tu ne savais pas si c'est le bon film que tu allais avoir. Ah oui. Et voilà, moi j'ai beaucoup appris aussi sur le forum Mad Movies, où tu avais vraiment beaucoup de passionnés qui se retrouvaient pour parler des films asiatiques. Et puis vraiment, là, quand je suis arrivé en France, au début des années 2000, j'allais dans le 13e et j'achetais des films en VCD à l'époque où tu pouvais acheter plein de films. Du coup, le VCD, j'explique un peu, c'est un film sur un format CD, donc une qualité très moyenne, on va dire. Que tu lisais avec un ordi ou avec un Tu lisais avec un lecteur DVD, ouais. D'accord. Tu savais souvent, tu avais 2 disques, donc il fallait changer de disque à la moitié du film parce que la qualité n'était pas ouf, donc il n'y avait pas un niveau de stockage très élevé. Mais ça se vendait pas cher, ça permet de faire beaucoup de films. Et c'est un format qui était beaucoup utilisé en Chine et à Hong Kong, donc moi ça m'arrangeait bien. Et tu peux en acheter pas cher dans le 13e. Ça permettait de découvrir des trucs un peu obscurs de façon légale, on va dire. Et du coup, sous-titré en français? Sous-titré en anglais. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pour ça que maintenant tu es complètement bilingue grâce au 13e. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu avais certains passages où le mec parle en chinois pendant 10 secondes et le mec traduisait par OK. Ah, putain. Voilà. Donc tu devinais un peu, quoi. C'était pas. Voilà, il fallait pas regarder Inception, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est des films de bagarre, tu comprenais l'essentiel. Là, on parlait de magazines. Tout à l'heure, en entrée, je disais, en introduction plutôt, je disais que tu étais journaliste. Est-ce que toi, tu as collaboré déjà avec des magazines, mais surtout avec des fanzines? Au tout début, tu as tes premiers pas dans la presse écrite. J'ai commencé sur des webzines. Et après, on a fait des fanzines aussi. On est passé au format papier. On a un truc qui s'appelait Cinémag Fantastique, qui était un site dont le cinéma fantastique, pour lequel j'ai écrit.
Après, on se dit, le net, c'est cool, mais ce serait bien de faire un vrai magazine, quoi. Donc voilà, avec quelques bandes, là, on a édité ça genre de A à Z, on faisait tout nous-mêmes, on faisait les couvertures, on imprimait, on faisait les articles. C'est vraiment un truc complètement DIY quand on a fait ça. On a fait 10 numéros, je pense. Et par quel biais vous le distribuiez? On vendait dans les night shops. Dans les quoi? Dans les night shops. Donc, c'est des trucs... je connais pas, c'est quoi? C'est un truc, en fait, en Belgique, c'est des... Ah ouais, c'est un truc belge, d'accord, ok. En fait, ce qu'on pourrait traduire aussi par les Arabes du coin. D'accord. En gros, t'avais des chaînes comme ça, qui s'appelaient Night Shop, qui étaient ouvertes toute la nuit, donc tu pouvais acheter des bières et tu pouvais acheter ça. On le vendait aussi dans les trucs genre les gares, ce genre de choses. Ah ouais? Et puis par Internet, quoi. C'était pas un fanzine, c'était un magazine pour le coup, non? Parce que là, la distribution que tu me dis, c'est dans les gares. En fait, on faisait ça à l'ancienne, on déposait un dépôt, on dit voilà, on vous en donne autant, et quand vous les vendez, on récupère l'argent, quoi. Trop bien. Donc on s'est probablement fait arnaquer par des gens, mais bon. Et du coup, vous imprimiez à combien? Là, je ne sais pas dire, c'est pas moi qui gérais ça, mais ça, je ne peux pas te dire. Moi, je faisais vraiment la rédaction, on faisait des interviews et tout, comme un vrai truc. Trop bien, tu te rappelles un peu des têtes, un peu des personnes interviewées ou pas? Pas des têtes, mais je veux dire les noms un peu importants, éventuellement, ou qui sont devenus importants par la suite. Je sais qu'on a interviewé Gareth Evans, qui était rédacteur de The Red. Qui a fait la série qui se passait à Londres, là, donc j'ai oublié, Gangs of London. Ah oui, d'accord. Ah, c'est lui le réalisateur, je savais pas, d'accord. The Red, moi, ça m'avait mis une claque. Putain, surtout le premier, bon, le deuxième, c'était un peu une redite, mais le premier était fou. Lui, il était dedans. Après, moi, j'avais une rubrique sur les cinémas asiatiques, du coup, j'avais beaucoup de metteurs en scène japonais, Noboru Higuchi, ce genre de personnes, qui parlent pas un grand monde, mais qui étaient vraiment dans le cinéma d'horreur japonais de l'époque, qui était assez... J'ai des films bien foufou, donc non, c'est les trucs qu'on kiffait bien, quoi. Putain, trop bien. Voilà, puis j'ai aussi un nom connu quand même, John Landis. Je suis pas très fort. Hein. John Landis, réalisateur du Loup-garou de Londres. Ah oui, d'accord. Quand même c'est John Landis ou Landis? Landis. Ah oui, c'est ça. John Landis, pardon. On est d'accord, ouais. John Landis, parce qu'il n'y avait pas un sample justement de ce film dans Thriller? Oui, tout à fait. Ouais, je crois que c'est ça. Le clip c'est de remake du film. C'est ça, parce que je sais qu'il y a marqué, je sais que sur la pochette que j'avais retournée à l'époque et tout, il y avait marqué John Landis à un moment, donc ouais, d'accord. John Landis qui, je crois, a réalisé le clip peut-être de Thriller, je pense d'ailleurs. Ok, c'est pas impossible. Ok, ouais. Voilà, il y a eu ça. On a eu Barbara Steele aussi, qui est une grande actrice de cinéma italien de l'époque. Donc, classe. Ouais, c'était cool. Donc c'est un peu tes premiers pas dans la presse écrite? Dans la vraie presse, on va dire. Ben ouais, déjà c'est pas mal. En plus 10 numéros et tu vois, interviewer des gens importants, en tout cas qui le sont devenus par la suite. Est-ce que tu as travaillé pour la presse papier officielle, on va dire? Je l'ai fait, mais très peu. J'ai surtout écrit beaucoup sur Internet, sur des sites aussi, beaucoup. Notamment un truc qui s'appelait HK Mania, qui est carrément un site de référence sur le cinéma de Hong Kong. J'ai fait quelques piges pour un truc genre la 7ème Obsession, là, récemment. Un truc que j'ai écrit pour Zebik Lebowski. Mais la presse papier, c'est un truc que j'ai jamais vraiment eu accès en tant que vrai pigiste, quoi. Donc, Mais toi, ça t'intéresserait? Bon, tu vas pas me dire non, mais... Ça m'intéresserait, oui et non, parce que... Enfin, on sait que la presse, en ce moment, c'est compliqué, donc du coup, c'est beaucoup de piges. La pige, c'est mal payé, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu passé l'âge de faire pigiste, tu vois, où il faut le faire vraiment de façon intense. Mais c'est un truc qui m'intéresserait, oui, c'était toujours cool, tu vois, mais c'est plus un objectif comme ça pouvait l'être à une époque. Mais après, faire un blog, tu y as jamais pensé? Je l'ai fait, mais ça m'intéressait pas. Moi, j'aime bien faire des trucs à plusieurs, tu vois, les travaux en groupe et tout. Ce qui est un peu étrange quand on écrit des bouquins, mais non, un blog, non, ça m'est jamais vraiment... Puis moi, je suis très très nul en informatique, donc... Tu as dit le mot livre, ça tombe bien parce que, pareil, je disais que tu étais un écrivain, c'est le cas, tu as écrit plusieurs livres, notamment un récemment sur Ringo Lam. Le plus récent, c'est sur, dis-le-moi... Sur la série Malcolm. Et voilà, est-ce que tu en as écrit d'autres? J'ai écrit des livres qui sont des livres qu'on a écrits à plusieurs, des ouvrages collectifs, sur le cinéma aussi. En mon nom, j'en ai écrit 2, celui sur Ringo Lam et celui sur Malcolm. Et là, je suis en train de travailler sur, j'espère, le prochain, le 3e. Peux-tu nous dire? J'ai rien signé, donc je ne veux pas le dire encore, okay. Ça se casse la gueule. J'ai pas envie de... Mais on revient après un détour par la série, on revient au cinéma. Ok. Ce que je voulais dire par rapport à Ringo Lam, donc c'est quelqu'un que tu suis, c'est un réalisateur que tu suis. Combien de temps on met pour écrire un livre comme ça, les recherches, le temps d'écrire? Combien de temps ça met? Ça varie un peu du sujet. Celui sur Ringo Lam, j'étais assez rapide. Parce qu'en gros, j'ai mis un petit peu moins d'1 an pour le faire. Malcolm, c'était plus long. Là, j'ai mis entre le moment où on a signé le contrat et la sortie, j'ai mis 1 an et demi, comme ça. C'est toute la période où il faut faire les recherches, il faut préparer le livre. Ensuite, il faut revoir les choses, il faut revoir plusieurs fois, il faut prendre des notes. Il faut rédiger, faire la rédaction, il faut se faire relire, se faire corriger. Ensuite, une fois que tu as rendu ta copie finale,
Il y a tout le travail de relecture derrière, il y a la mise en page, il y a tout ce qui est impression, tout ça. Donc ça prend quand même, c'est un temps qui est assez long. Donc moi, mon travail, je dirais 1 année. Ce qui est déjà énorme. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. C'est le temps moyen pour écrire un livre en général, tu penses? Ça dépend, il y a des gens qui sont plus rapides, d'autres qui sont moins rapides. Je pense que quand tu es, si c'est ta source, si c'est ton travail premier, donc notre auteur, là, tu peux charbonner, quoi. Là, quand tu fais ça un peu à côté d'autres tafs, tu vois, quand tu es auteur un peu sur le côté, ça prend plus de temps forcément. Après, c'est un travail long parce que là, si je prends Malcolm, il y a quand même 151 épisodes à revoir. Que tu as revu pour l'occasion? J'ai revu plusieurs fois. Tu les revois en VO, tu les revois en VF. Wow. Tu les revois comme ça, tu les revois en prenant des notes. Donc ça prend quand même un temps assez long. Ensuite, tu as des centaines de pages de notes qu'il faut remettre tout dans le bon ordre. Ensuite, tu retravailles, tu dis ce que j'ai, c'est de la merde, donc tu recommences. Tu fais un autre truc, tu te dis oh, c'est encore nul, tu recommences. Et puis, voilà, le fil en aiguille, ça commence à ressembler à quelque chose. Puis après, tu repenses à un truc, tu te dis ah putain, mais j'ai oublié de mettre ça. Du coup, tu reviens en arrière, tu réécris ça, et puis c'est des réécritures constantes. Et à un moment, tu te dis bon, là, j'arrête parce que sinon, tu t'arrêtes jamais. Puis tu as la phase d'édition, où quand c'est quelque chose, c'est un truc qui est assez. Que je redoutais beaucoup parce que tu lui renvoyais, toi, ce que tu as écrit à quelqu'un qui va le lire, qui va le critiquer. C'est son travail, elle est là pour ça, tu vois, mais tu prends chaque remarque comme un petit coup de poignard, tu vois. Donc, quel type de remarques tu as? Tu as des remarques sur par exemple, ça c'est pas compréhensible, ça il faut retravailler ça c'est un peu hors sujet. Enfin, c'est quelqu'un qui est là pour te recadrer un peu, quoi. Parce que tu as un peu tendance parfois. Tu prends ça personnellement? Oui et non, parce que le mec il est là pour ça et c'est nécessaire au travail, c'est nécessaire en fait. C'est comme quand tu sors un album, tu vois, tu as des gens qui interviennent dessus qui peuvent te conseiller ou quoi. Là, pour un livre, vraiment, le travail d'édition c'est important parce que ça te permet de recentrer parfois sur certaines thématiques. Ou moi je sais que j'aime bien faire des digressions, tu vas partir à gauche, à droite. Donc là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te recentre un peu. Quelqu'un qui n'est pas forcément un expert sur le sujet, tu vois, qui va te dire là, on ne comprend pas, donc il faut essayer de simplifier ce que tu veux dire. Quand tu as la tête dedans pendant 1 année, forcément, toi, tout semble clair pour toi, mais alors que ça n'est pas pour tout le monde. C'est bien de se faire relire par quelqu'un qui est extérieur au sujet, qui a un œil vraiment extérieur. Dire voilà, tes tournures de phrases, c'est un peu compliqué, il faut simplifier. Ça t'en parle avant, donc ce serait même de grouper les deux trucs. C'est vraiment une relecture attentive du livre, mais c'est pour la main du livre. Mais toi, forcément, tu prends ça, pas perso, mais tu te sens attaqué parce que tiens, c'est ce que j'ai fait et tout. Après, quand t'es pas forcément confiant dans ton travail, tu vois, ça peut te faire un peu des crises d'angoisse terribles. Quand tu bosses pendant 1 année sur un livre de ce type, sur vraiment un sujet bien précis, est-ce que après 1 an, tu arrives encore à entendre le mot Malcolm ou à regarder un épisode? Est-ce que tu satures pas? Alors, j'ai pas revu d'épisode depuis, mais ça m'a pas dégoûté de Malcolm, quoi. Non, ça m'a pas. J'avais un peu peur de ça, justement, mais non, ça m'en a pas dégoûté. Mais tu as besoin de faire un break, tu vois, de passer à autre chose. Parce qu'en fait, quand tu travailles sur ça, tu regardes pratiquement que ça, en vérité. Et toute ta vie tourne autour de ça. Tu sais, le soir, tu y penses, la nuit, tu y penses. Moi, je sais que quand j'écrivais surtout mon livre sur Ringo Lam, j'allais beaucoup à la piscine pour faire des pauses. Tu vois, et parfois, je nageais. Je me dis, putain, il faut que je parle de ça et tout. En fait, tu as des choses qui s'enclenchent dans ta tête quand tu fais autre chose. Donc moi, j'allais à la piscine, des fois, je sortais en courant, je prenais mon téléphone, je m'enregistrais des trucs. Je dis, voilà, il faut que j'oublie de dire ça. Et puis, j'allais refermer longueur après. Et c'est vraiment un truc qui t'obsède H24 pratiquement, quoi. Par rapport à Malcolm, je sais que là, il y a la nouvelle saison, elle a commencé, je crois, c'est ça? Elle commence le 10 avril sur ça commence, donc c'est incessamment sous peu. Est-ce que tu penses que c'est le genre d'événement qui va permettre de rebooster les ventes de ton livre? Et est-ce que, aussi, autre question, est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur Malcolm? Première question, oui, c'est quelque chose qui permet de remettre un peu de surfer un peu sur l'actualité. Donc de remettre un peu le livre en avant, de redire qu'il existe, qu'il est là, qu'il y a des choses. Et non, c'est le seul livre complètement consacré à Malcolm. Pas mal. Dans le monde. Il n'y en a pas en anglais non plus. Ce qui était aussi un problème parce que c'était le cas pour Ringo Lam aussi. Il n'y avait pas d'ouvrage entièrement consacré ni à Ringo Lam ni à Malcolm. Ce qui est bien parce que ça veut dire que je suis le premier sur le sujet. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sources non plus. Donc tu n'as pas d'ouvrage sur lequel tu peux faire des recherches. Donc tu pars un peu à l'aveugle, tu vois, et tu plonges et puis tu vois. Mais c'est cool de se dire que le seul bouquin sur le sujet, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y aura une traduction aussi bien pour Ringo Lam que pour Malcolm? Ça, honnêtement, c'est pas. Ça, c'est l'éditeur qui voit. C'est pas. Et c'est pas le genre de sujet que toi tu abordes? Si, je pourrais, mais du coup, de toute façon, s'il y a une traduction, c'est pas moi qui la ferai. Donc moi, mon texte, il est là. Mon texte, il m'appartient plus. Une fois que tu l'as écrit, après. Non, bien sûr. Après, tu peux toujours. Oui, je peux toujours demander si ça peut se faire, tu vois, mais c'est des coûts en plus, quoi, toujours. Ouais, mais pour un potentiel, t'imagines, quand tu traduis en anglais, le potentiel, il est monde. Alors que là, c'est uniquement dans la francophonie. Oui, clairement, c'est déjà cool, mais. Oui, clairement, ça pourrait se faire. Ouais. Et puis Ringo Lam, surtout, ça pourrait se faire pour
C'est une traduction anglaise parce que c'est qu'à Hong Kong, ils parlent beaucoup chinois, donc tu vois, ça pourrait être utile, ouais. Il est encore vivant, Ringo Lam ? Non, il est décédé en 2018. Paix à son âme. Rip petit ange. Par rapport aux éditions, est-ce que c'est dur d'être publié ? Et toi, quels sont tes rapports avec ton éditeur ? Et autre question, est-ce que c'est toi qui choisis les sujets ou c'est ton éditeur qui est venu te voir en disant bah voilà, on a pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai eu deux éditeurs différents pour les 2 livres. Et chaque fois, c'est moi qui ai démarché. Donc voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse ? Ils te disent oui, ils te disent non. Donc là, les deux m'ont dit oui. Heureusement, j'ai pas trop galéré ni pour un ni pour l'autre. Et en fait, le truc marrant, c'est que, pareil tout à l'heure du forum Mad Movies. Ouais. Et en fait, l'éditeur du bouquin de Ringo Lam, je l'ai connu via le forum Mad Movies. Ah, génial. C'était un gars avec qui on discutait du cinéma hongkongais, qui lui a monté sa boîte d'édition. Du coup, on discutait comme ça vite fait. Il me dit ouais, tu fais quoi en ce moment ? Je dis ouais, je parlais et tout. Je dis ouais, j'ai quelques projets de bouquins. Il m'a dit ah ouais, t'as quoi dans les stocks ? J'avais plusieurs trucs. Il m'a dit ouais, ça m'intéresse, allons-y. Je dis bah allons-y. Tu vois, on en revient toujours ça fait plaisir. aux bases. Et puis le second livre, donc c'est sur Malcolm, là j'ai une amie qui écrivait un livre sur The Office. Elle m'a dit ouais, ça pourrait les intéresser et tout, et qui me tannait de ouf pour que je fasse le bouquin sur Malcolm et tout. Elle m'a dit non, fais-le. Je lui dis non, j'ai pas le temps et tout. Si, il faut que tu te fasses obligé et tout, j'ai envie de le lire. Du coup, au moment où je me suis dit bon, je vais peut-être le faire, elle m'a dit bah tiens, il y a cet éditeur-là, moi je bosse avec eux, peut-être que tu pourras leur demander. Voilà, je leur ai envoyé le mail et ils m'ont dit ok, faisons ça. Donc après ça, j'ai eu de la chance, heureusement. Est-ce que la promo a été faite bien et par quel biais ça se promeut un livre comme ça ? Ça se promeut surtout maintenant sur les réseaux sociaux, quoi. Surtout, c'est là où le gros du truc se fait. Mais est-ce que toi, tu as été faire, je sais pas, des dédicaces dans des oui, ça m'arrive, ouais. Après, comme quand tu écris des essais, on va dire des essais entre guillemets, c'est un peu différent de la fiction, parce que la fiction, il y a beaucoup de salons. C'est considéré comme un essai Oui, c'est des essais, oui. Okay. C'est des ouvrages théoriques, en fait, c'est pas. Donc, il y a moins ce genre de salon où les auteurs vont et tout. Moi, j'y suis allé là, j'ai fait beaucoup. Enfin, je commence à refaire aussi beaucoup de présentations de films. Donc, Ringo Lam, tu vois, on passe les films, puis moi, je discute du film. Et j'ai des bouquins à vendre après, ce genre de choses. On a fait quelques séances de dédicaces aussi, surtout au début, quand le bouquin sort. Là, tu fais des séances quand tu peux un peu voir les gens, tu peux discuter avec eux un peu vite fait, donc ça c'est plutôt cool. Après, t'en fais pas des centaines, tu vois. Mais bon, c'est toujours bien aussi, quoi. Oui, ça reste de la littérature de niche, on va dire. C'est pas... Bon, après, Malcolm, c'est pas si niche que ça, tu vois. Ringo Lam, je peux comprendre, mais Malcolm, c'est comme une très grosse série un peu iconique des années 90. Pas si grosse que ça, en fait. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est connu, mais tu vois, c'est pas Breaking Bad, c'est pas The Office, c'est pas 24 heures, tu vois. Non, mais il y a le mec de Breaking Bad, donc du coup, évidemment, tu vois. C'était fait exprès. Tu parlais de films que tu présentais, mais tu es également programmateur pour des festivals de films. Ouais. Et avant de parler desquels tu hostes, je voulais savoir, est-ce que toi, tu avais l'habitude d'aller dans des festivals avant ça ? J'allais surtout, à l'époque en Belgique, on allait au BIF, Belgian International Fantastic Film Festival. Évidemment. Et donc c'est là où c'est le plus gros festival de films fantastiques. Là, j'y suis allé vraiment très très souvent. Hein. Puis c'est un truc long, ça dure 15 jours. Tu arrives à midi, tu repars à minuit. C'est tout dans un même endroit. Tu poses 2 semaines de vacances dans ces cas-là. Nous, ce qu'on faisait, on posait au moins une semaine. Quoi. Je ne faisais pas tout parce que c'était compliqué, mais au moins une semaine, ouais. Du coup, tu vois 5-6 films par jour pendant une semaine. Et puis, c'est l'époque où on avait le zine. Du coup, nous, on avait les accrets de presse. Ah, super. Du coup, on pouvait voir tous les films et tout. Après, j'y allais aussi avant, de toute façon. Donc, j'y allais en payant. Puis, j'ai fait ça. Puis, quand je suis arrivé à Paris et tout, je suis allé ce qu'on appelait maintenant le PIF. Donc Paris International Film Festival. Je m'en doutais. Alors, tu as aussi le NIF à Neuchâtel. Neuchâtel, tu vois, c'est PIF, BIF, NIF, FIF, t'en as plein en fait. Donc là, je commençais à avoir des films. Et après, je me suis mis à aller à un festival à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective. Ça me dit quelque chose. C'est un des trucs pour lesquels je fais de la prog maintenant. Et donc, en fait, j'y allais au départ comme spectateur, quoi. Donc, j'allais comme ça. Puis après, j'y suis allé, pareil, en presse. Et un jour, ils cherchaient quelqu'un pour faire la prog et tout. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Et là, fun fact, on en revient encore. La personne qui m'a demandé ça, j'ai connu sur le forum Mad Movies, encore une fois. Ah, décidément. Donc, voilà, je m'a demandé, moi, je fais de la prog court-métrage, ça t'intéresse de me rejoindre. Du coup, je dis, OK, faisons ça. Et puis après, on a fait notre chemin comme ça. Et puis voilà. Comment ça se passe la sélection d'un festival ? Tu dois regarder en amont des centaines de films ou Je t'avoue, je sais pas du tout comment ça se passe, dis-moi. Donc moi, je m'occupe des courts-métrages. Donc on en reçoit entre 250 et 500 par année de festival, en gros. Il y a des critères déjà pour être... Oui, en fait, nous, on a un truc... t'as des sites où tu peux... on a un site, je vais faire du but, ça s'appelle Film Freeway. En gros, toi, quand tu es organisateur, tu crées ta page Film Freeway. Là, tu dis, voilà, mon festival, c'est ça. Tu décris un peu le festival. Tu mets on veut des films plutôt de genre fantastique, de genre ci, ça, ce que tu veux, en fait. Tu mets un peu une durée maximale, des années dans lesquelles tu veux des films. Nous, on prend des films récents.
Voilà, on met 1 ou 2 ans avant le festival pour pas avoir des films des années 80, tu vois, qui seraient pas intéressants à passer. Ensuite, les gens qui ont fait des films, soit les prods, les distributeurs, les réalisateurs, ils postent le film sur ta page et donc tu les vois comme ça en fait. D'accord. Et donc on en voit entre 250 et 500. Tu peux mettre soit les gens les inscrivent gratuitement, soit il faut payer. Nous au début on le faisait gratuit, mais tu reçois vraiment, tu reçois trop et tu reçois n'importe quoi. Genre des gens qui ont fait des films avec leur iPhone, tu vois, vite fait. Tu penses que le fait de payer, ça écrème un peu ? Oui, ça écrème beaucoup. Ouais. Tu payes combien pour mettre ton film ? Ça dépend, c'est toi qui décides. Tu peux mettre $1, t'en as qui mettent $20, $25. Ça dépend un peu de la renommée de ton festival, en fait. Et si tu veux avoir beaucoup de films ou moins de films, voilà, tu mets une somme. Nous, c'est une somme qui n'est pas très élevée, donc ça permet à tout le monde de s'inscrire. Mais le fait de payer, ça permet à n'importe qui de ne pas envoyer leur après, truc, si c'est 5 €, les gens ils peuvent mettre vraiment n'importe quoi. À ce prix-là, tu t'en fous, quoi. Ouais, mais tu vois, si tu envoyais par exemple à un festival, ça fait 100 € tout de suite. Donc, il y a quand même la réflexion il y a le choix. Effectivement, il y en a plusieurs des festivals. Ouais. Tu as le choix à qui tu l'envoies. Et puis après, il y a ça. Puis aussi, nous, maintenant, on commence un peu à connaître des distributeurs. Du coup, il y a des films qu'on démarche nous-mêmes. Voilà, des distributeurs qu'on connaît bien, on sait qu'ils font des films de qualité. Bon, nous, on les démarche nous-mêmes. On dit, voilà, on fait ces éditions, quelle nouveauté vous avez. On voit leurs nouveautés. Puis après on les voit, on en discute et on sélectionne, quoi. Et donc, quels sont vos critères pour faire partie ensuite des 10 finaux, quoi ? Là, le critère numéro 1, il faut que le film nous plaise, déjà. Ça, c'est le truc. Je te crois pas. Le truc le plus évident, mais en fait, ça joue beaucoup. Tu as peut-être des films qui sont plus propres, qui sont mieux faits, mais qui ont moins de vibe qui nous parlent. Donc, du coup, on a choisi, on fait ça. Mais il faut que ce soit un film de genre ou pas du tout ? C'est vraiment ouvert à tous les styles, hein. Nous, on appelle le cinéma un peu autre. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait une petite vibe fantastique ou expérimentale, ou une petite vibe un peu différente. Toi, c'était un film, je schématise un peu, mais c'était un film... romantique, juste romantique, ce ne serait pas intéressant. Voilà, où le mec qui parle dans une cuisine, tu vois, ce ne serait pas intéressant. Okay. Il faut qu'il y ait un petit truc en plus qui fait que le film se démarque un peu du cinéma mainstream, gros guillemets, quoi. On appelle ça le film un peu mutant, tu vois, un peu différent, qui surfe entre plusieurs genres. Et donc ça, la sélection, elle se fait en combien de temps ? En combien de temps tu regardes 100 films ? Toi, c'est des courts-métrages, tu me dis, donc déjà, c'est un peu plus... Oui. Tu les regardes qu'une seule fois ? On les regarde, en fait, on est plusieurs, on essaye que plusieurs personnes voient... On fait qu'un film soit vu par au moins 2 personnes. Oui, d'accord. Pour pas qu'il y ait un avis trop biaisé, tu vois, parce que toi tu peux détester et quelqu'un d'autre aimera. Donc on sait que plusieurs personnes voient chaque film. Ensuite, on a un petit système entre nous, on met des pouces, en gros, si on aime, si on n'aime pas, si on sait pas trop. Ensuite, tous les films qui ont été vus, qui ont été aimés par au moins une personne, on les revoit une deuxième fois. D'accord. Ensuite, on se fait une réunion par Zoom, on prend film par film, on en discute, et on décrème comme ça au fur et à mesure. Donc tu as des films qu'on voit une fois, t'en as qu'on voit 5-6 fois. Est-ce que tu fais, tu vois, quand tu écoutes un nouveau disque, en tout cas moi c'était comme ça que je faisais pour faire une chronique, en 2 secondes tu sais si ça va te plaire ou pas, tu fais un peu avance rapide, etc. Et tu vois déjà si le style va te plaire ou pas. Si tu commences à accrocher dès le début, t'écoutes tout. Si tu vois dès le début c'est pas ouf, tu passes au suivant, c'est pas ouf, tu vois, tu dis laisse tomber, quoi. Et du coup c'est un peu pareil pour les films, histoire d'aller un peu plus vite. Tu regardes un petit peu, tu vois que c'est pas forcément ton délire, t'avances un peu et tu creuses un peu, ou vraiment tu te dis je suis un pro, je regarde tout. Non, on essaie de garder tout. Après avec l'expérience, tu sais qu'il y a des trucs, tu vois, où à la qualité de l'image, par exemple, la façon dont les acteurs jouent, dont c'est filmé, où tu sais que ça passera pas. Puis aussi, un truc qu'il faut pas oublier, c'est que nous, on passe les films au cinéma. Là, on les voit sur notre écran d'ordi. Donc, si déjà c'est moche sur l'ordi, au cinéma, tu sais que ça va être moche. Du coup, comme tu fais payer des gens, tu veux pas leur projeter quelque chose qui est techniquement n'est pas au point. Donc, tu as des films qui sont pas au point techniquement, qui sont flous. Comme nous, on fait payer des gens, tu veux pas leur proposer un produit qui est pas diffusable, quoi. Mais avec l'expérience, des fois, tu les passes en x2 parce que tu sais que ça va... Ouais. Ah, des fois, on est surprise parfois quand même. On dit, ça va pas être terrible. Tu regardes, tu fais, finalement, c'est pas bien. Okay. Et t'as des films qui grandissent bien. Tu les vois une fois, tu dis, c'est pas mal. Puis tu les revois et tu dis, quand même, ça reste... Il te reste en tête. Puis t'as l'inverse, t'as des films, tu les vois une fois, tu dis, ça, c'est une tuerie. Puis la deuxième fois, tu dis, en fait... la façon dont tu vois les films parfois peut aussi influencer, donc c'est ça qu'on essaie de les voir plusieurs fois. Le festival, il a lieu une fois par an ? En fait, moi j'ai 2 festivals, donc il y a les hallucinations collectives, donc c'est le week-end de Pâques chaque année à Lyon. Ah, c'est bientôt là, ouais. Ça commence le mardi 30, si je dis pas de bêtises. Donc t'es déjà sur la sélection ? Là c'est fini. Là c'est terminé déjà, d'accord. Parce qu'après l'élection, il faut récupérer les copies et tout, donc c'est un temps très long aussi. Ah oui, d'accord. Donc la sélection, on se fait 1 ou 2 mois avant le début du festival en fait, parce qu'après il faut faire les copies, il faut faire les sous-titres, il faut faire toute la promo. Les sous-titres. Bah oui, tous les films n'ont pas de sous-titres. Du coup, on les fait. C'est à vous de le faire. On les fait nous-mêmes. Incroyable. Bah oui, t'as des films qui ont les sous-titres, t'en as qui n'ont pas, ou souvent qui ont juste les sous-titres anglais. Du coup, on les traduit en français, on les réécrit nous-mêmes. Mais vous êtes combien à faire ça ? Je reviens pas.
Ah, ben on est beaucoup de bénévoles. Hein. On est tous bénévoles, du coup, mais on est une grosse équipe. Ouais, tu as l'équipe technique, tu as l'équipe de programmation, tu as l'équipe qui font des démarchages, tu as l'équipe de bénévoles. Donc on est quand même pas mal de monde à faire ça. Ah ben oui, parce qu'on n'y pense pas, mais les films ne sont pas tous sous-titrés de base. Mais hein. Comment tu fais? En fait, tu écris au fur et à mesure ou vous utilisez un logiciel Non, en fait, qui récupère les voix souvent, ce qui se passe, la plupart maintenant des gens ont soit des sous-titres anglais, donc ils nous envoient, comme nous on les traduit au fur et à mesure, soit s'il n'y a pas de sous-titres, ils ont ce qu'on appelle une liste dialoguée, donc tu as la liste des dialogues avec le timecode auquel ils apparaissent dans le film. Donc on récupère ça, on traduit les sous-titres, machin. Et après, il y a un outil très bien qui s'appelle Subtitle Edit, qui permet de créer les sous-titres toi-même. Donc tu passes, tu as un petit écran, c'est un peu comme du montage, tu as un écran où tu passes le film. Et en même temps, tu tapes. Tu mets les sous-titres à côté, quoi. Ah ouais, c'est hyper artisanal. Il faut faire gaffe aux fautes et tout. Faut faire attention. C'est ça, c'est relu. Puis une fois que tu as les deux, t'envoies et tu fais un fichier film sous-titré, quoi. Putain, le taf est vraiment monstrueux. Bah oui, on dirait pas, mais ça prend beaucoup de temps, ouais. En fait, là, on dit un festival, en gros, on travaille quasiment dessus à l'année, pratiquement, quoi. Parce que une édition finie, il faut faire le débrief. Et après, t'enchaînes sur le directement. Donc nous, on a ça. Ou sur celui-là, ça va, parce qu'on passe des longs métrages. Donc nous, on a une séance de court métrage. Le reste, c'est des longs métrages. Mais c'est le même boulot. Il faut récupérer les copies et tout, donc ça prend du temps. Et après, on a Mutoscope. Ça, c'est 3 jours. C'est que du court métrage. Okay. Donc là, on a 7-8 séances que de court métrage. Et donc ça, c'est en janvier tous les ans. Et là, pareil, on fait la programmation, on fait les sous-titrages, on récupère les copies et tout. Mais je voulais savoir, donc, le festival a lieu sur plusieurs jours ou une semaine. Mais à quel moment vous décidez, voilà, c'est ce film-là ou ce court-métrage-là qui va être élu le meilleur? C'est pendant la soirée que vous faites ça, ou en amont? Ou bien vous ne présentez que les vainqueurs, en fait? Non, on a une compétition pendant le festival. Nous, on choisit... En fait, nous, quand on termine la prog, souvent, c'est, 2 mois avant le début du festival. Donc on se dit, voilà, il nous faut une séance de 1h30, on va dire. Il faut rassembler 7, 8, 10 films pour se tenir 1h30. Et c'est vraiment les films que nous, on a préférés. Une fois que la prog est établie, on peut commencer à démarcher, à rappeler les réals, les distributeurs qui nous envoient les copies qu'on peut diffuser. Donc souvent, ce qu'on appelle, c'est des DCP, donc c'est le format de diffusion au cinéma, quoi. Ils font ça, puis on voit c'est les sous-titres. S'il n'y a pas, on les fait. Ensuite, on demande des affiches ou des photos pour pouvoir faire la promo de notre côté. Parce que nous, on fait un catalogue, on fait un site, donc il faut mettre des trucs dessus. Donc il faut faire des textes sur les films, il faut mettre les photos sur les films, il faut tout. C'est du travail, en fait. Putain, de fou. Et donc une fois que tu as fait ça, après, tu as le travail sur le festival même, où tu as des bénévoles pour accueillir les gens, pour vendre les billets et tout. Nous, on a une compétition, donc il faut des jurys. Donc on a un prix du public, où là, le public vote. Ah, il vote par quel billet? Des bulletins de vote. Papier. Et après, papier, voilà, ils votent comme ça. Puis le jury, pareil, il voit tous les films, puis à la fin, il délibère. Vous délibérez le jour même ou ça met quelques jours Ah non, nous, on fait rien. Nous, c'est pas nous, c'est le jury. Ah, c'est différent, d'accord. Ah oui, non, nous, on est que orga, tu vois. On délie pas de... Toi, quand tu vas à Cannes, c'est pas leur gars, c'est pas leur gars bien qui... sûr, bien sûr, C'est pas Frémont qui joue les films. Nous, on les présente et après, le public choisit. D'accord. Et donc, le public, on récupère tous les votes, on fait une moyenne film par film. Et le jury, il voit les films, puis une fois qu'ils ont tout vu, ils délibèrent pour choisir ceux qu'ils ont préférés. Et puis voilà. Et donc le résultat est donné le jour même? Le jour de la clôture. D'accord. Donc la clôture, il y a un film de clôture et un film un peu événement, tu vois. Avec une petite cérémonie avant, on dit voilà, on fait le compte et on dit voilà, les films gagnants sont ceux-là. Quand vous choisissez un film ou un court-métrage, est-ce que ça lui donne un gros boost après pour sa carrière de vie de film ou de court-métrage? En fait, dans le court-métrage, faut savoir que c'est une économie où il n'y a pas d'argent. Donc déjà, le fait de gagner un prix, il peut afficher le prix sur son affiche, tu vois, il peut s'en servir pour démarcher d'autres festivals. Vous avez un logo comme Sundance, etc. Ouais, c'est ça, on a des logos, ouais. Okay. Ce qu'on appelle des lauriers dans le milieu. Ah oui, lauriers, exactement. Okay. Donc souvent, tu as des affiches avec plein de lauriers dessus, c'est tout le festival. Et puis aussi, même si tu veux, par exemple, si tu veux avoir des aides, comme le CNC en France, plus tu as fait de festival, plus le film a tourné, plus ça peut t'aider. Voilà, nous aussi, parfois, tu peux offrir des diffusions sur Canal+, ou sur des chaînes de VOD, tu vois, ou la mise en avant du court-métrage sur telle chaîne, par exemple. C'est plus un appui de visibilité, ou en permettant au film d'être acheté par Canal+, ou d'être vu sur telle chaîne. Et c'est le cas en général? Oui, souvent c'est le cas. Ouais. Tu as des festivals qui donnent de l'argent, mais nous on peut pas. Mais tu as des gros festivals qui peuvent donner des récompenses pour les courts-métrages, tu vois. Donc tu as un prix, tu gagnes X euros. Et l'argent vient d'où, justement, quand vous choisissez un film? Est-ce que vous donnez de l'argent? Non, c'est juste un prix honorifique. C'est un prix honorifique, ouais.
Ouais, nous, on ne veut pas donner d'argent. T'en as qui donnent de l'argent. Mais vous avez un vrai cadeau à leur donner, pas un cadeau, mais genre oui, tu peux, une espèce de palme, je sais pas comment on dit. Mais ouais, bien sûr. Tu as des trucs. Enfin, nous, maintenant, beaucoup, ça se fait de façon numérique. Donc, on leur envoie. Un NFT, super. On leur envoie une palme, tu vois, un prix qu'ils peuvent mettre sur leur. Parce qu'en fait, tu as les lauriers de sélectionnés et tu as les lauriers de vainqueurs qui ne sont pas les mêmes. Donc, tu vois, tu mets vainqueur, machin, vainqueur ça. Donc, sur ton affiche, tu les mets, puis ça permet de démarcher d'autres trucs et tout. Donc c'est plutôt cool. Et parmi ceux que vous avez mis en avant, est-ce qu'il y en a qui ont explosé par la suite? Explosé, en tout cas, qui ont eu une bonne carrière de film ou de court-métrage? Ouais, on a eu quelques films qui ont été au César, qui ont été aux Oscars. On a aussi des... Tout ça grâce à vous, en plus. Ouais, évidemment. On a passé des courts-métrages réalisés par des gens qui ont fait des longs après. Donc tu vois, parfois on essaie de suivre un peu les gens, on dit tiens, lui, il y a moyen qu'il aille loin, par exemple. Voilà, puis on suit aussi des metteurs en scène qui commencent, on passe un de leur film, puis en deuxième, en troisième. On essaie de les suivre comme ça. On a des courts-métrages qu'on passe qui sont achetés par Canal+, qui sont diffusés, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est toujours gratifiant quand ton travail est reconnu par d'autres. Tu dis, tiens, nous on a vu qu'il était cool, d'autres gens l'ont vu, donc ils le passent après, quoi. Est-ce qu'on peut dire que votre festival ou vos festivals, ils sont influents? Ou c'est un qui fait partie de tout un groupe de festivals qui font que la renommée d'un film peut aller plus loin? Non, en fait, les festivals, il y en a beaucoup. Ce qui fait beaucoup, c'est les diffusions en télévision, surtout quand tu as acheté par Arte ou par Canal+, ou même par France Télé. Là, ça fait beaucoup plus que notre festival, tu vois. Ça, t'en as quasiment tous les week-ends en France. Donc, à moins d'être un gros truc genre Clermont ou Annecy, tu n'as pas une influence énorme sur la vie d'un film, quoi. Parce que tout à l'heure, à chaque fois, quand tu parlais d'une chaîne qui achetait des films, tu citais Canal+. Donc, j'allais te poser la question, est-ce qu'il n'y a que Canal+ qui achète des films? Mais après, là, tu viens de me dire France TV, il y a également Arte. Arte aussi, c'est un peu les trois gros acteurs dans ce milieu qui achètent. Parce que le court-métrage, c'est pas une économie, en fait. Enfin, c'est vu par beaucoup de monde comme une façon de se faire la main avant de passer au long-métrage. Il y a encore des émissions sur Canal, comme Tard à l'époque, qui passaient des courts-métrages faits sur Canal et sur... L'effet maison, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne connais plus exactement le nom, mais oui, il y en a toujours. Puis tu en as aussi beaucoup maintenant, c'est grâce les films faits à la maison, voilà, c'est ça. Tu as tout ce qui est SVOD, genre Netflix ou quoi, ou Sooner en France, qui ont une offre de court-métrage. Donc là, tu peux vraiment regarder des courts-métrages chez toi, quoi, ce qui est très peu le cas avant. On a un ami en commun qui s'appelle Guillaume Sky, évidemment, le fameux, qui est scénariste et réalisateur, qui a fait entre autres un super court qui s'appelle Creuse. Je sais que tu l'as diffusé dans ton festival. Quel a été l'accueil pour ce cours, qui est quand même fabuleux, avec Raphaël Quenard quand même? Tout à fait. Alors, on a diffusé Creuse, qui a gagné un prix donc, chez nous, dans la première édition de Mutoscope. C'est le copinage, tout ça. Évidemment. C'est moi qui lui ai donné le coup fait, tiens, je te le donne. Ben, normal. Du coup, qui a gagné le prix du jury jeune. Donc, c'était des étudiants qui lisaient leur film préféré, c'était celui-là. Et ouais, le film avait Raphaël Quenard avant qu'il ne décolle vraiment. Fou, quand même, ouais. Nous, on a vu le film, on a dit, ouais, mais ce gars-là, c'est un ouf, en fait. Tout ce qu'on lit, c'est, putain, Guillaume, cet acteur, d'où il sort, il est incroyable et tout. Il me dit, ouais, c'est un gars, vous allez voir. Et puis, on a vu après, c'est Raphaël Quenard, quoi. Moi, j'avais pas trop remarqué spécialement, je t'avoue, je me rappelle plus trop la prestation, mais moi, c'était vraiment l'ambiance générale du film qui était typique. Moi, ça m'a fait penser à Gaspard Noé de fou, toi, même la pochette, l'affiche faite par Max d'ailleurs, très Gaspard Noé, ambiance seul contre tous, tu vois. Et l'ambiance moi je lui ai dit à Guillaume, c'est trop poisseux, il y a une ambiance vraiment hyper glauque, c'est très organique, voilà, c'est hyper organique et c'est pas facile, mais la réalisation est folle, vraiment, surtout le son est vraiment dingue, j'ai dit le taf est fou, quoi. Ah, mais Guillaume est très doué. Ouais, vraiment très très doué, quoi. C'est une réalisation, donc je lui souhaite le meilleur et je pense qu'il va y arriver parce que... Oui, il n'y a pas besoin de lui souhaiter, je pense que c'est quelqu'un qui est assez talentueux pour ça. Si toi tu devais faire vraiment ton propre festival à toi, vraiment c'est toi le boss, qu'est-ce que tu aimerais faire, à moins que tu sois déjà accompli avec ceux pour lesquels tu collabores? Moi, je vais faire un truc, je mettrais les films de Hong Kong. T'en as déjà fait les films hongkongais, mais moi, c'est ce que je kifferais, en fait. Passer les films que je veux voir au cinéma, que j'ai jamais vu au cinéma, ça, j'aimerais bien. Est-ce que les films de Hong Kong ont toujours la cote comme ça l'a été dans les années 90, fin 90, début 2000? Non, beaucoup moins, parce que déjà, ils en produisent beaucoup moins. Depuis qu'il y a eu la rétrocession à la Chine, il y a beaucoup de films, de gros blockbusters chinois maintenant. Le cinéma hongkongais est toujours là, mais de façon beaucoup plus réduite. Et la plupart des grands metteurs en scène, mais ils travaillent en Chine, donc ils ont moins la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'était un peu un âge d'or, comme il y a eu l'âge d'or du cinéma italien, tu vois, quand tu avais les Giallo avec Argento et tout, dans les années 70-80. Après Hong Kong, il y a eu 80-90, et puis après, c'est un peu la vague est un peu passée parce que la Chine est passée par là. La Chine a dit, ouais, vos petits polars, c'est bien, mais on va un petit peu, je schématise un peu, mais...
En fait, une fois que Hong Kong est repassé à la Chine, le gouvernement chinois a eu un droit de regard sur les scénarios. Ah, d'accord. Et donc, c'est une espèce de censure déguisée, quoi. Donc, tu pouvais plus faire ce que tu voulais. Et même si Hong Kong a été très connu pour ses polars hyper stylisés et assez violents, ça s'est perdu. Aujourd'hui, il y a un cinéma hongkongais qui existe toujours, mais qui est plus un cinéma d'auteur, j'ai envie de dire. D'accord. T'as Wong Kar-wai, par exemple, qui est le grand nom du cinéma hongkongais, qui est toujours là. T'as Tsoyar qui fait des films en Chine. Là, t'as quelques films qui ressortent, des trucs comme Mad Fate ou Limbo, tu vois, qui ressortent, mais ça reste vraiment des coups d'éclat comme ça. Il n'y a plus ces deux vagues qu'il y avait eu à l'époque où tu avais des centaines de films qui passaient. Est-ce que tu penses que c'est la Corée maintenant qui a remplacé Hong Kong ? Oui, même si c'est un cinéma qui est quand même assez différent entre la Corée et Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment du cinéma artisanal. En fait, c'était vraiment du cinéma avec une petite industrie, qui était vraiment fait de façon très artisanale, alors qu'Hong Kong, c'est vraiment des grosses... Hong Kong, pardon. La Corée, c'est quelque chose de très... c'est une vraie industrie, quoi, finalement. Mais après, les thèmes imposés, tu vois, ils font quand même pas mal de polars, un peu action, souvent des trucs de mafia hyper rythmés. Éventuellement, moi, après, j'ai pas ta culture de cinéma, tu vois, mais moi, je rapprochais un peu les deux. Bon, après, je peux me tromper aussi. Hein. C'est un peu ce qui a pris la place, mais ça reste deux cinéphiles ils sont hyper différentes, tant dans le fond que la forme. Donc les films ne racontent pas les mêmes choses, ils ne racontent pas de la même manière, mais beaucoup de films de fans de cinéma Hong Kong se sont tournés vers la Corée. Il y a eu un peu la Thaïlande à un moment aussi, tu as vu le Japon, tu as eu un peu quelques pays comme ça, un peu émergents, mais il y a c'est le seul qui est resté stable, c'est la Corée du Sud. Tu as eu la petite vague Thaï à l'époque avec Hong Bak, les films de Tony Jaa, tout ça. Mais oui, la Corée a suivi pas pris le flambeau, parce que le flambeau, il n'y a pas de flambeau à reprendre, quoi, mais qui a pris un peu la suite de ça. Ouais. Et donc nous, souvent, on dit qu'on est fan du cinéma asiatique, même si chacun a un peu ses spécificités, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Comme tu vois, parfois on parle de cinéma européen, c'est un truc un peu global. On est d'accord. Tu as cinéma américain, cinéma européen, cinéma asiatique, qui sont trois types de films différents. Et à l'intérieur de ces types-là, tu as des pays différents. Un film italien, pas même qu'un film norvégien, pas même qu'un film français, tu vois. Comme un film japonais, différent d'un film coréen, d'un film hongkongais. Mais oui, l'affiliation à Hong Kong-Corée, oui, elle existe, bien sûr. On disait tout à l'heure, donc tu es quand même bien dans tout ce qui est écriture, que ce soit... Donc on parlait de magazines, on parlait de livres. Est-ce que tu serais intéressé, à moins que ce soit peut-être déjà dans les tuyaux, d'écrire un scénario ? Je m'y suis attaqué quand j'étais plus jeune, mais là aujourd'hui non. C'est parce qu'il y a un genre d'écriture qui est vraiment très très différent. Et en fait, écrire un scénario, ça s'apprend. Tu n'écris pas ça comme un bouquin, en fait, tu as des règles à respecter, tu as des règles assez strictes à respecter. Et scénariste, c'est un vrai travail, quoi, qui est différent de ce du travail d'auteur. Donc auteur, tu es là, tu écris pas comme tu veux, mais de façon beaucoup plus libre. Scénariste, c'est un travail qui est très codifié, c'est très chiant à écrire le scénario, c'est très chiant à lire aussi. Tu as vraiment tout un tas de règles à respecter, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et donc c'est un travail d'écriture qui est assez frustrant quand tu es habitué à écrire, à faire de l'analyse par exemple. Bien sûr. Quand tu écris des essais ou des ouvrages théoriques, tu as une façon d'écrire qui est très différente de celle de scénariste, qui est aussi très différente de celle d'auteur de fiction par exemple. C'est vraiment des trois métiers qui sont un peu différents. T'en as qui vont faire tout, très bien pour eux, mais moi, scénario, c'est un truc qui m'a intéressé par le passé, mais ça m'a vite passé. C'est marrant, moi j'étais vraiment persuadé que tu allais me dire ouais, bien sûr, je travaille dessus ou pas dans mes projets, quoi. C'est vraiment pas un truc pas quelque chose que j'ai envie de faire en fait. Ok. Pas qui m'intéresse parce que c'est un travail qui est difficile, qui est long. C'est déjà assez long de faire moi-même mes propres livres. Si en plus je fais un travail qui est encore plus difficile derrière, ça va pas m'aider. Et puis en fait, moi je préfère parler du travail des autres que de livrer un travail à moi, tu vois. Raconter une histoire, c'est un truc qui m'intéresse pas tant que ça finalement. Je préfère analyser les histoires des autres plutôt. C'est vraiment ça que je préfère, quoi. C'est parler des films des autres. Ça, je kiffe. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés te concernant, des choses que tu fais que j'aurais pu omettre ? Non, après, je fais pas énormément de choses non plus. Tu vois, je fais toute la partie un peu musique, tu vois, on n'a pas trop parlé. Parce que j'écris pour des webzines de musique aussi. Ah bah dis-moi, parce que je savais pas ça par contre. J'ai fait beaucoup de critiques et de reviews de concerts, de trucs de métal et de hardcore essentiellement. Et pareil, c'était une façon pour moi d'apprendre à écrire. Pour quel webzine ? Un truc qui s'appelait VS Webzine. Ah oui, bien sûr. Ça existe encore d'ailleurs ou pas ? Non, ça n'existe plus. Mais voilà, j'ai fait plus de 500 chroniques, des interviews, des reviews de concerts et tout. Et ça a été très formateur parce que là, on pouvait écrire un peu comme on voulait. Le format n'est pas le même, mais en fait, quand tu es auteur, plus tu écris, plus tu travailles, quoi. C'est toujours remettre l'ouvrage au métier, comme on dit. J'ai pu expérimenter plein de trucs au travers de la chronique, tu vois, parce que quand tu as des chroniques qui sont des livres pas ouf, enfin des disques pas ouf, tu essaies de faire une chronique qui est un peu marrante, qui sort un peu de l'ordinaire, tu essaies de prendre du plaisir là où tu n'as pas pris celle de l'écoute. Donc tu essaies de faire des trucs et tout. C'est vraiment un gros laboratoire où j'ai essayé plein de choses. Ça te manque pas d'écrire sur la musique ? Non. Du tout ? Non, maintenant je peux vraiment écouter la musique pour le fun, pas en pensant, tiens, il faut que j'en pense ça et tout. Ouais, effectivement. Non, ce qui me manque, je vais pas te mentir, c'est d'aller à des concerts gratos. Ça, c'était cool. J'imagine.
Aller au Hellfest sans payer, c'est bien quand même. Ça a son charme. Quand tu payes 300 balles, c'est moins. Ouais, c'est clair. Et moi, je pense que tout ce qui est gratuit est meilleur, donc voilà. Ça me manque un peu de payer pour les concerts maintenant. Bon, on va revenir sur le cinéma. Tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, on parlait de Nicolas Cage, que tu adores. J'aurais pu parler de Jean-Claude Van Damme aussi, que tu chéris. Mais c'est sur Nicolas Cage qu'on va s'affairer maintenant. J'ai un petit questionnaire. Ouh là là, tu vas essayer de me... Je vais essayer de Est-ce qu'on peut mettre un peu de contexte avant pourquoi Nicolas Cage ? Bah vas-y, dis-moi. Donc j'ai fait un podcast qui s'appelle Discordia, enfin qui existe toujours d'ailleurs, où là on avait fait une intégrale Nicolas Cage, c'est-à-dire qu'on était une équipe de 4, et on a vu tous les films de Nicolas Cage, tous. Et vous les avez tous revus dans le cadre du podcast. Et on a tous parlé des films Nicolas Cage, donc tous. Donc voilà, c'est pour d'où la passion pour Nicolas Cage qui est là, vient un petit peu de là aussi. Eh ben écoute, on va voir si tu as une bonne mémoire. Je t'avoue évidemment, moi, heureusement qu'il y a Internet pour les réponses parce que je ne les connaissais pas. Pour toi, ça va être très facile. J'ai 10 questions. Est-ce que tu es prêt ? Bah écoute, vas-y. Quel nom portait Nicolas Cage avant de choisir Cage ? Il s'appelait Nicolas Kim Coppola. Putain. Parce que c'est le petit-neveu de Francis Ford Coppola. Ok, très bien. Bah ça va aller vite. Est-ce que tu sais pourquoi il a changé son nom de Coppola à Cage ? Donc pourquoi il a pris Cage en particulier ? Ouais, pourquoi il voulait pas s'appeler En fait, il voulait pas s'appeler Coppola parce qu'il voulait pas qu'on pense que c'est un Nepo Baby. Et il a choisi Cage parce que c'est en hommage au personnage de comics Luke Cage. À mon avis, tu as lu ma feuille avant. Parce que Nicolas est très fan de comics. Et donc Luke Cage, c'est un de ses préférés, donc il a pris Cage. Ah, je confirme que jusque-là, c'est un sans faute. Hein. Pour quel film Nicolas Cage a-t-il remporté l'Oscar du meilleur acteur ? Living Las Vegas, évidemment, avec Elizabeth Shue. Bon, vas-y, en quelle année ? Très grand film, 96. Très bien, tu es très fort. C'est limite énervant, mais félicitations à toi. Dans quelle saga incarne-t-il un chasseur de trésors américain ? Benjamin Gates, National Treasure en VO. Ça me fait délirer parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai écrit. Benjamin Gates, j'adore, ces films qui sont très sous-cotés d'ailleurs. Jamais vu, je t'avoue, j'ai jamais vu. Comment il s'appelle l'autre acteur qui joue dans The Whale, c'est ça ? Le mec qui joue avec Nicolas Cage. The Whale ? Ouais. The Whale, c'est Brendan Fraser. Et c'est pas lui justement qui est... Non, lui, il joue dans La Momie, lui. Ah, c'est ça, j'ai confondu un peu, excuse-moi. C'est un peu tout ça, des films d'aventure. Quel personnage de l'univers Spider-Man a-t-il doublé au cinéma ? Spider-Man noir, où il y aura une série qui va sortir d'ailleurs bientôt. Et alors aussi, fun fact. Bon, arrête de te la raconter, j'en ai marre. Il apparaît en Superman à la fin de Flash. Oui, bon, ok, c'était une autre question. J'ai anticipé, tu vois. Effectivement, bon, c'était tout à fait ça. Bravo à toi. Quel objet insolite lié aux dinosaures Nicolas Cage a-t-il acheté puis rendu ? Alors, il a acheté un crâne de dinosaure qui avait été vendu aux enchères. Donc lui, il l'a acheté, mais le crâne avait été volé au gouvernement mongol. Donc le gouvernement a demandé qu'on lui restitue sa possession. Donc Nicolas a dû le rendre alors qu'il avait payé plus d'1 million de dollars, je pense, pour l'acheter. Donc il a perdu $1 million et il n'a pas eu le crâne de dinosaure. Si tu avais mis toute ta science en Nicolas Cage dans la science du futur, peut-être qu'on serait vraiment aux voitures volantes. Je pense qu'il n'y aura plus de cancer, surtout. Bah, surtout, quoi. C'est impressionnant. Dans quel film d'horreur très stylisé de 2018 a-t-il particulièrement été remarqué ? Alors 2018, ça va être... Non, c'est pas Mandy. Si, c'est Mandy. Hein. Parce qu'il y a Longlegs, mais Longlegs, c'est plus récent. Et il y a La couleur tombée du ciel aussi, mais c'est 2000... Oui, non, écoute, non, on va rester sur Mandy. Hein, ça, je flex un peu, t'as vu. Quel célèbre super-héros a-t-il failli incarner dans un film finalement annulé ? Alors, il a failli l'incarner, mais il a quand même finalement incarné, où c'est Superman. Donc, il y a le Superman qui devait être réalisé par Tim Burton. Nicolas Cage devait jouer Kal-El, qui est donc le nom de Superman. D'ailleurs, le fils de Nicolas Cage s'appelle Kal-El, d'ailleurs, en hommage à Superman. On ne l'arrête plus. Quel film a marqué son retour critique récent avec un jeu très salué ? Je dirais Pig, parce que là, la carrière de Nicolas Cage est ponctuée de retours chaque fois. Ah, le grand retour, que j'avais parti en fait. Mais oui, critiquement, il y a eu Joe, puis il y a eu Pig plus récemment. Bon, on va clore ce questionnaire, mais ça va être en beauté, hein, j'imagine. Combien de films environ compte la filmographie de Nicolas ? À jour, là, je crois qu'on est à 114. Écoute, peut-être. En tout cas, moi, j'ai plus de 100 films, donc moi, je prends la réponse. Et franchement, c'est un 10 sur 10, sans faute. Je crois qu'on est à 114. Alors, si je peux en profiter pour prendre la balle de bon et faire un petit peu de promo. Vas-y, avec plaisir. Là, aux Alus à Lyon, là, ce week-end, enfin le week-end prochain, on passe le film Carpenter's Son avec Nicolas Cage, justement. D'accord. Où il joue un charpentier très connu, qui a eu un fils très connu. Ah, okay. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, s'il y a des Lyonnais qui veulent venir le voir, venez. Voilà, Nicolas Cage, il joue Joseph, voilà, je spoil. Est-ce que lui, il n'a pas une carrière vraiment en dents de scie ? À un moment, il était au top, vraiment un bon acteur. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il est devenu mauvais, à tourner que dans des séries B, C, D. Je vais te demander de modérer tes propos. Non, mais encore une fois, voilà, ma culture de ciné est vraiment très sommaire. Nicolas Cage a toujours été bon. Ok. Mais
il a fait des mauvais choix, c'est ça? Qu'il était moins. Non, en fait, il a eu une carrière où il était arrivé au sommet, il faisait des blockbusters, genre il faisait The Rock, il faisait les Ailes de l'Enfer, Face Off, John Woo, tu vois, là, il était au sommet. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça a un peu chuté? Mais en fait, il y a eu un train de vie très dispendieux. Ah, d'accord, c'est ça. Parce que bon, le crâne de dinosaure n'est pas la seule connerie qu'il a acheté très cher. Des perruques notamment. Perruques, il a acheté des châteaux, des maisons hantées, des voitures. D'accord, je savais pas. Plein de dépenses un petit peu farfelues, disons-le, diverses et variées. À un moment, le fisc a dit, dis donc, les dépenses c'est bien, mais il y a des impôts à payer aussi. Ça y est, en fait, Nicolas Cage, c'est le Michel Galabru des États-Unis. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc il a dû tourner plein de directs ou DVD, des films en DVD, c'est vraiment tourner ça. En Bulgarie et tout pour avoir des sous pour rembourser. Comme on dit, ouais, ce film-là c'est pour les impôts, ben là c'était vraiment ça. Et une fois que ces dettes envers les impôts, on en profitera pour dire bonjour à l'URSSAF au passage, ont été épongés, mais elle a pu recommencer à faire des films de façon un peu plus sérieuse. D'accord. C'est là que depuis quelques années, elle revient avec des projets intéressants, genre comme Joe, comme Mandy, La couleur tombée du ciel. Là, l'année dernière, elle a fait The Surfer, par exemple. Elle fait des westerns, elle fait des films qui ressemblent plus à, j'allais dire, qui sont plus de sa stature, mais même Nicolas Cage, c'est que même dans les films que personne n'a vus, sauf une bande de zinzins qui ont vu tous leurs films, lui, chaque fois, il essaie de se donner à fond, il en profite pour expérimenter son jeu, pour faire des trucs. Donc, c'était pas juste pour l'argent, c'était aussi pour lui permettre de continuer à jouer, parce que lui, il dit, moi, je me considère comme un artisan, il travaille, en fait. Donc, voilà, et lui, il pense qu'il va jouer jusqu'à sa mort, donc il s'arrêtera jamais. Écoute, on va finir cette interview là-dessus, parce qu'on peut pas aller encore mieux que cette phrase. Merci beaucoup, Seb, d'être venu. Écoute, avec plaisir. C'était vraiment trop cool. Et on peut te retrouver où sur les réseaux, dans divers événements? Dis-moi tout. Évidemment, je précise que tous les liens seront en dessous, dans la page de l'épisode, tout simplement. En bon boomer, j'ai une page Facebook, toujours. Nous aussi, ça tombe bien. Ça s'appelle Seb Tanaka. Et sur Instagram, c'est mon nom d'auteur, Seb Lecoq. Voilà, je mets tout là, comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe. Quels sont tes projets à venir? J'ai écrit des livrets pour des Blu-ray qui vont sortir bientôt, notamment le Blu-ray de City on Fire, donc film de Ringo Lam, qui va sortir chez HK Vidéo. C'est moi qui ai eu l'honneur d'écrire le livret intérieur. Génial. Donc ça sort fin avril. Puis voilà, je travaille sur mon 3e bouquin, mais qui sortira pas avant l'année prochaine. Donc, et dans le sujet est je ne peux pas le dire. Tant que je n'ai pas signé mon contrat d'édition, je ne parle pas parce que ça ne veut pas porter l'œil. Non, mais je comprends. Du coup, je comprends. Je te dirai en off si tu veux. Ok, ça marche. Mais voilà, c'est un bouquin sur le cinéma, donc ça va être un truc plutôt cool. Ok, encore une bonne année de travail encore pour toi et pas de vacances. Exactement. Écoute, merci Seb. Je tiens juste à rappeler que SQNT, le podcast, est disponible sur les réseaux. On est sur Instagram et Facebook, SQNT Podcast. On est également visionnable sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Amazon Music, Deezer. Est-ce que j'en oublie un? Je crois que oui. On est sur les applis de podcast. Bref, il y a aussi un truc super important. Je vous en supplie, mettez une note aux épisodes quand vous les écoutez. Ce sera vraiment bien. Un petit commentaire vraiment pour le référencement. Il n'y a rien de mieux. Merci à vous d'avance. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à toi, Seb. C'était comme d'hab un gros plaisir. Écoute, avec plaisir, toujours. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, les amis.